En effet, l'algorithme du perceptron peut être considéré comme une descente de gradient stochastique. Rappelons qu'un échantillon est mal classé si YI, W tilde, XI tilde est négatif. Ainsi, une perte possible pour ce problème peut être la somme de toutes les quantités précédentes lorsqu'elles sont négatives. C'est exactement la définition de la perte L donnée ici, avec un signe moins, qui garantit que la perte est positive. Ensuite, si nous considérons une descente de gradient stochastique, à chaque itération, nous échantillonnons une observation de l'ensemble des données et calculons la perte correspondant à cet échantillon. Le gradient de ce terme est exactement moins YI XI tilde, ce qui donne l'équation de mise à jour ci-dessous si nous fixons le pas de la descente de gradient stochastique à 1. Par conséquent, l'algorithme du perceptron peut être interprété comme une procédure de descente de gradient stochastique. Notez que l'algorithme du perceptron est l'une des premières méthodes itératives utilisées pour résoudre un problème impliquant un jeu de données. La question que l'on peut se poser pour tout algorithme d'apprentissage est la suivante. Cet algorithme converge-t-il et, si oui, quel est son taux de convergence? Pour répondre à cette question, définissons quelques notations. Notons R, le maximum des normes de XI, W tilde star, l'hyperplan optimal de marge optimale gamma, défini comme le minimum sur tous les échantillons de YI, W tilde, étoile, XI tilde, avec la contrainte que la norme de W tilde étoile soit égale à 1. Le théorème suivant stipule que le nombre de mises à jour nécessaire pour que le perceptron converge plus 1 est limité par 1 plus R carré divisé par gamma carré. Les conditions sont assez strictes puisque nous supposons ici que l'ensemble des données est linéairement séparable, ce qui signifie que gamma est strictement supérieur à 0. Bien entendu, dans la pratique, il est très improbable de trouver un ensemble de données linéairement séparable. Lorsque vous obtenez de tels résultats, la première chose à faire est de comprendre la dépendance de la borne supérieure en les paramètres. Dans ce cas, si R est grand, le nombre K d'itérations est grand, ce qui est cohérent car si R est grand, cela signifie que les données ont une dispersion élevée. En outre, si gamma est petit, le nombre d'itérations est grand, ce qui semble logique puisque gamma est la marge de l'hyperplan. Si gamma est petit, les deux classes sont difficiles à séparer et l'algorithme a donc besoin de plus d'étapes pour converger. En résumé, nous avons vu que le perceptron est un modèle, un neurone, et un algorithme pour apprendre les poids et le biais de ce neurone. Pour ce faire, il faut disposer d'un ensemble de données. Une fois les poids et le biais appris, la fonction de décision est simplement une fonction indicatrice de la combinaison linéaire donnée par les poids et le biais. Cette fonction de décision est linéaire et donc très simple. L'une des principales limites du perceptron est qu'il ne converge que lorsque les données sont linéairement séparables. En particulier, si les données ne sont pas linéairement séparables, vous savez que l'algorithme du perceptron ne converge pas. Étant donné que, dans la pratique, vous ne pouvez pas être sûr que les données sont linéairement séparables, vous ne devez jamais utiliser l'algorithme du perceptron. Il est assez amusant de voir aujourd'hui ce que les gens pensaient du perceptron à l'époque de sa création. Le projet Perceptron était dirigé par Rosenblatt et financé par le Bureau américain de la recherche navale. Voici un extrait d'une conférence de presse donnée à l'époque, en 1958. La marine a donc dévoilé aujourd'hui l'embryon d'un ordinateur électronique qui devrait être capable de marcher, de parler, de voir, d'écrire, de se cloner et d'être conscient de son existence. Plus tard, les perceptrons seront capables de reconnaître les gens et de les appeler par leur nom et de traduire instantanément un discours dans une langue en un discours dans une autre langue et une écriture également dans une autre langue. Comme vous pouvez le constater, les gens de l'époque se sont montrés très enthousiastes quant aux possibilités offertes par le perceptron dans les années à venir, alors qu'ils savaient à l'époque que le perceptron ne pouvait fonctionner qu'avec des données linéairement séparables. Si vous voulez en savoir plus sur le perceptron, voici une référence que vous pouvez consulter. Certaines personnes, notamment Minsky et Papert, en 1969, ont montré qu'il était difficile pour les perceptrons de résoudre certaines tâches, comme détecter la parité, le nombre de pixels activés dans une image en noir et blanc, détecter la connexité, si les pixels activés dans une image sont connectés ou non les uns aux autres, et représenter des fonctions non linéaires simples, comme la fonction XOR ou exclusif. Tous ces éléments réunis créent ce que l'on appelle le premier hiver de l'IA, qui s'étend du début des années 70 au début des années 80. Ce terme décrit une période au cours de laquelle les fonds alloués à l'IA ont diminué de manière drastique. Voici une citation sur l'algorithme du perceptron.
il n'y a aucune raison de supposer que les vertus du perceptron s'étendent à sa version multicouche. Néanmoins, nous considérons que confirmer ou infirmer notre conception intuitive selon laquelle cet algorithme est stérile constitue un problème de recherche. Peut-être découvrira-t-on un puissant théorème de convergence, ou peut-être qu'une raison profonde expliquant l'impossibilité de produire un théorème d'apprentissage intéressant pour la version multicouche sera trouvée. Cette citation est tirée du livre Perceptrons, écrit par Minsky et Papert en 1969. Ce livre est l'un des points de départ du premier hiver de l'IA. La controverse entre Rosenblatt, qui a créé l'algorithme du perceptron, et Minsky et Papert est assez célèbre dans l'histoire de l'IA. Cette controverse est représentative de deux tendances de l'IA, le connexionnisme et l'IA symbolique.